Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va explorer une analogie assez fascinante et même profonde. Et si Et si la psyché humaine fonctionnait un peu comme un système quantique? C'est une idée qui a le potentiel de complètement changer notre regard sur ce qu'est un être humain. Voilà la question qui va nous guider. Il faut imaginer un instant que notre esprit n'est pas quelque chose de fixe, de gravé dans le marbre. Non, imaginez-le plutôt comme un champ de pure potentialité qui attend juste un contexte précis pour se manifester d'une certaine façon. Pour bien comprendre où on va, il faut qu'on s'arrête sur un concept clé de la physique, la superposition. C'est assez simple en fait. Une particule, avant qu'on l'observe, elle n'est ni ici ni là. Elle est un peu partout à la fois dans un genre de nuage de possibilités. C'est seulement quand on la mesure, qu'on l'observe, qu'on la force à choisir une seule réalité. Gardons bien cette image en tête, elle est essentielle. Alors voici le programme. On va commencer par l'analogie de base, pour ensuite voir ses limites, la nuancer, et puis l'étendre, pour essayer de cartographier notre propre paysage intérieur. Et tout ça pour découvrir le chemin vers ce qu'on pourrait appeler un soi plus complet. Allez, on plonge dedans. La première étape, c'est de voir la psyché humaine non pas comme une chose stable, mais vraiment comme un champ de potentialité, exactement comme une particule quantique avant qu'elle soit observée. Et là, la comparaison est assez frappante. D'un côté, une particule en superposition d'états, de l'autre, notre psyché, qui contient une superposition de réponses possibles. Alors, qu'est-ce qui joue le rôle de la mesure, ce qui force le choix? Eh bien, c'est le contexte social. Pensez-y, dans un cadre amical, ce n'est pas la même version de nous qui est mesurée que dans un cadre professionnel strict. Et enfin, la socialisation, c'est un peu comme la décohérence en physique. Elle stabilise nos réponses, elle rend notre personnalité plus prévisible. Bon, mais comme toute bonne analogie, celle-ci a évidemment ses limites. C'est super important de les comprendre pour ne pas tomber dans une vision trop simpliste de l'esprit humain. Allons voir ce qui nous différencie vraiment d'une simple particule. Le point crucial, c'est celui-ci. Notre esprit n'est pas juste un champ de probabilités passif. Contrairement à une particule, il est guidé par des désirs, des intentions, une mémoire, mais sa plus grande différence, c'est sa créativité. L'esprit humain peut complètement déjouer le déterminisme social. Que ce soit par l'humour, par l'art ou même par la révolte, il peut réintroduire du possible là où tout semblait figé. Et c'est là que le modèle devient vraiment puissant. Si la conscience n'est pas juste une victime de cette réduction des possibles, alors quel est son rôle? Elle n'est pas l'appareil de mesure, elle est bien plus que ça. Voilà l'idée centrale, le cœur du réacteur. La conscience ne subit pas, elle ne réduit pas les possibilités, elle les orchestre. Elle agit comme un chef d'orchestre qui synthétise toutes les informations sensorielles, émotionnelles, mémorielles pour créer la réponse la plus cohérente, la plus adaptée à un instant T. En fait, notre capacité à accéder à ce champ de possibles dépend directement de notre état intérieur. Face à une situation de stress, par exemple, l'émotion agit comme une sorte de force de gravité. Elle nous tire vers des réponses automatiques et réduit nos options. À l'inverse, un esprit plus mûr, plus apaisé, ce que Jung appelait l'individuation, peut maintenir cet espace de superposition ouvert plus longtemps. Et là, on peut choisir sa réponse, au lieu de la subir. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Et si cette dynamique, ce passage du potentiel à l'actuel, n'était pas unique à notre esprit? Et si c'était un principe fondamental de l'univers qu'on retrouverait à différents niveaux d'organisation? Ce modèle nous révèle une logique universelle comme à 3 étages. Au niveau de la matière, les états quantiques deviennent réels par l'interaction. Au niveau de la vie, c'est l'environnement qui active certains gènes potentiels via l'épigénétique. Et pour l'esprit, nos états de conscience sont actualisés par notre attention, par le contexte émotionnel. C'est la même danse, du possible vers le réel, qui se joue à travers toute l'existence. Ok, maintenant qu'on a cette nouvelle grille de lecture, revenons à la psyché pour essayer de dessiner une carte un peu plus précise de notre monde intérieur et surtout des territoires de l'inconscient. Dans ce modèle, l'inconscient n'est pas un bloc monolithique. Il se divise en deux pôles dynamiques. D'un côté, l'inconscient individuel, c'est le domaine de l'âme, de ce qui nous nourrit, de notre joie. Il nous mobilise par l'attraction. De l'autre côté, l'inconscient collectif, là c'est le siège des contraintes, des règles, des signaux de danger et de tout ce qu'on rejette en nous, notre fameuse ombre. Lui, il nous mobilise par la contrainte, par des signaux d'erreur. Et le plus intéressant, c'est que la frontière entre ces deux royaumes n'est pas fixe, elle est plastique. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Au début, quand elle est nourrissante, elle alimente notre inconscient individuel, elle nous remplit de joie. Mais imaginons que cette même relation devienne toxique. L'expérience bascule, elle est recatégorisée et stockée dans l'inconscient collectif, comme une sorte de carte du danger, un avertissement pour ne pas refaire la même erreur. Ce qui était source de joie devient un signal de contraint.
Alors, la grande question, c'est comment on navigue dans ce paysage complexe? Comment utiliser ce modèle pour grandir? Ça nous amène au concept final et au but ultime de tout ce voyage intérieur, l'individuation. L'individuation, c'est tout simplement le chemin pour devenir un être complet. Ça consiste à prendre conscience de tout ce qu'on a rejeté dans notre inconscient collectif, notre ombre, nos peurs, et de l'intégrer. Le but, ce n'est plus d'être gouverné par des forces qu'on ignore, mais de se gouverner soi-même, en pleine conscience, avec la totalité de ce que l'on est. C'est le passage de la réaction à la création. On va se quitter sur cette question qui est au fond la plus essentielle. Si notre conscience est bien le chef d'orchestre de notre champ des possibles intérieurs, alors notre degré de liberté, de plénitude, dépend directement de notre capacité à bien diriger cet orchestre. C'est une invitation à explorer non seulement ce que l'on est, mais surtout tout ce qu'on pourrait devenir.